C'étaient des stars adulées, des icônes qui semblaient intouchables et invincibles, jusqu'à ce que le destin ne leur joue la plus cruelle des blagues. Des lampes tueuses aux chutes les plus absurdes, ces 38 morts de célébrités n'ont rien d'une fiction. Ce sont de véritables tragédies, aussi choquantes qu'inoubliables. Oserez-vous découvrir la sombre vérité? Numéro 1. Ola Brunkert. Tout le monde ne connaissait pas son nom, mais la planète entière a dansé sur son rythme effréné. Ola Brunkert était le batteur qui faisait battre le cœur du groupe ABBA durant leurs années d'or. Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo. Toutes ces chansons portaient son impulsion vitale. Il n'était peu, être pas au centre de la scène, mais sans lui, la musique n'aurait jamais vibré de la même façon jusqu'à ce qu'un bête accident domestique ne transforme son propre foyer en une scène de crime mortel. En mars 2008, Ola, alors âgé de 61 ans, marchait paisiblement vers la salle à manger de sa villa à Majorque, en Espagne. Un faux pas, un trébuchement ridicule, et sa tête a heurté violemment une porte vitrée. Le verre a explosé en 1000 morceaux sous le choc. L'un des éclats tranchants lui a profondément entaillé le cou. Le sang a commencé à jaillir à une vitesse effrayante et incontrôlable. Encore conscient, il a réussi à presser une serviette contre la plaie béante et à sortir de la maison pour chercher désespérément de l'aide. Mais il n'est pas allé bien loin. Il s'est effondré dans son jardin. Il s'est vidé de son sang à quelques mètres de l'entrée, sous ce même ciel qui avait tant de fois écouté sa batterie marquer la cadence des hymnes d'une génération entière. C'est ainsi que s'est arrêté le rythme d'Ola Brunkert, non pas sous les ovations, ni sur une scène illuminée, mais dans la solitude glaciale de sa maison, accompagnée par la musique, du silence le plus absolu. C'était le coup final que même le meilleur des musiciens n'aurait pu prévoir. Numéro 2. Tony Knight était un véritable maître de la comédie. Son rire était contagieux, puissant. Tony Knight ne se contentait pas de faire rire. Il illuminait chaque recoin où il se produisait. Il parcourait le monde avec ses monologues, conquérant les cœurs et les auditoriums, jusqu'à ce qu'une tranquille après-midi de juin, la vie ne le surprenne avec une fin aussi brutale qu'inattendue. Le 7 juin 2024, Tony assistait en simple spectateur au festival Rock and Cars à Lavore, en France. Tout semblait parfaitement normal. Le soleil brillait haut dans le ciel, la musique résonnait et les gens riaient aux éclats. Mais soudain, sans le moindre avertissement, une rafale de vent féroce a fouetté les lieux et surgissant de nulle part, une énorme branche s'est brisée. Elle n'est pas tombée au hasard. Elle n'a pas tournoyé sans but. Elle a foncé droit sur Tony, comme si le destin l'avait visé personnellement, avec son nom et son prénom gravés dessus. L'impact fut fatal. Il n'a eu le temps ni de crier, ni de s'enfuir. Les témoins racontent que tout s'est passé en une fraction de seconde. C'était comme dans un film, a déclaré l'un d'eux. Sous le choc, un instant, il était debout, et l'instant d'après, il n'était plus là. Même le scénario le plus tragique de sa carrière n'aurait jamais été aussi cruel que ce moment bien réel. Ainsi s'est achevée la vie d'un homme qui vivait pour faire rire les autres. Sa mort n'était pas un simple accident, c'était un acte chirurgical de la nature, précis, foudroyant, dévastateur, comme si l'univers, pour des raisons qui nous échapperont toujours, avait décidé que c'était là son tout dernier applaudissement. Numéro 3. Butterfly McQueen. Son nom résonnait déjà comme une poésie, Butterfly McQueen, aussi éthéré que son surnom. Aussi inoubliable que sa voix aiguë dans le classique, elle y interprétait Prissy, une domestique nerveuse mais attachante, un rôle qui est resté gravé dans la mémoire de plusieurs générations. Mais au-delà d'Hollywood, c'était aussi une femme intelligente, courageuse, qui défiait les stéréotypes et se battait pour son indépendance. Tout au long de sa vie, elle a évité les projecteurs inutiles. Elle a refusé les rôles offensants ou dégradants. Elle vivait une existence paisible, entourée de ses livres, de calme et de ses lampes à huile. En décembre 1995, dans sa maison d'Augusta, en Géorgie, elle s'apprêtait à allumer l'une de ses vieilles lampes à kérosène. C'était une nuit comme les autres, une routine simple, mais quelque chose a mal tourné. La lampe a explosé. En quelques secondes, les flammes ont dévoré ses vêtements et sa peau. Sa voix a tenté de s'échapper, elle a lutté, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital,
mais ses blessures étaient bien trop profondes pour être soignées. Butterfly s'est éteinte à l'âge de 84 ans, non pas sur un plateau de tournage, mais enveloppée par le feu, victime d'un objet aussi ancien que le théâtre lui-même. Son départ n'était pas tragique par sa violence, mais par son absurdité. Une femme qui avait survécu à la gloire, à la discrimination et aux clichés, a été vaincue par une simple étincelle. Mais comme son nom le promettait, encore aujourd'hui tel un papillon entre les pages du cinéma, elle continue de voler. Numéro 4. Jeff Porcaro était une véritable légende derrière les fûts. Jeff Porcaro ne se contentait pas de marquer le rythme, il le définissait. De ses propres mains, il a construit le son inconfondible du groupe Toto, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du rock, avec des hymnes comme Africa et Rosanna. Sa précision était chirurgicale, son talent inné. Le monde le connaissait pour sa batterie, mais personne n'imaginait que le poison viendrait sous la forme d'un simple pesticide. Le 5 août 1992, Jeff se trouvait tranquillement chez lui à Los Angeles. C'était une journée normale, du soleil dans le jardin et un peu d'entretien de la pelouse. Il pulvérisait de l'insecticide, une tâche aussi routinière que de laver sa voiture. Mais, à cet instant précis et invisible, quand le poison s'est infiltré dans ses poumons, son corps a réagi avec une violence inouïe. Une réaction allergique foudroyante. Son cœur, hélas, n'a pas pu supporter le choc. La nouvelle a secoué le monde de la musique avec une violence inouïe. Jeff Porcaro, alors âgé de seulement 38 ans, venait de mourir brutalement. L'autopsie a été formelle. Un infarctus provoqué par l'inhalation de pesticides. Ce n'était ni une overdose, ni les excès typiques d'une rockstar, c'était son jardin, son propre foyer qui l'avait tué. C'est la tragédie la plus inattendue qui soit. C'est ainsi que s'est éteint l'un des batteurs les plus talentueux et respectés de tous les temps. Cela ne s'est pas passé sur scène, ni au milieu d'une foule en délire, mais dans le silence absolu de son arrière-cour. Une fin cruellement ironique pour un homme dont l'existence n'était que rythme, énergie pure et perfection. Numéro 5. Terry Kath était l'âme rugissante derrière le son puissant du groupe Chicago. Terry Kath ne se contentait pas de jouer de la guitare, il la faisait littéralement parler avec une passion dévorante. Sa voix grave, ses solos féroces, son style imprévisible, tout en lui vibrait d'une intensité unique et débordante. Il était électrique, indomptable, le véritable cœur du groupe pour beaucoup. Mais c'était aussi un homme qui aimait flirter avec le danger. À la fin des années 70, Kath a développé une fascination pour les armes à feu. Il disait qu'elles lui donnaient du pouvoir, un sentiment de contrôle et même une certaine inspiration artistique. Lors d'une fête le 23 janvier 1978, il a commencé à montrer ses pistolets à un ami, les sortant l'un après l'autre. Il les faisait tourner sur ses doigts, les pointant dans le vide. Son ami l'a supplié d'arrêter. « T'inquiète », a dit Terry. « Le chargeur n'est même pas mis. » Il a pris une nouvelle arme. S'est laissé tomber lourdement sur une chaise, a pointé le canon sur sa tempe et a prononcé ses ultimes paroles. « Quoi, tu crois que je vais me faire sauter, le ?» Il ne manquait que 8 jours pour fêter son 32e anniversaire. Ce n'était pas un suicide, ni un accident banal, c'était un mélange fatal de jeu, d'insouciance et de destin. Un homme qui avait touché le ciel avec les cordes de sa guitare a fini par tomber pour avoir fait trop confiance à ses propres mains. Et cette nuit-là, la musique s'est retrouvée orpheline de l'un de ses rebelles les plus brillants. Numéro 6, Glenn Shadix. Sa voix était inimitable, sa présence magnétique. Glenn Shadix était bien plus qu'un simple acteur de second rôle. Il était devenu une figure emblématique dans les univers gothiques, excentriques et obscurs du cinéma. Il a interprété l'excentrique Otto dans Beetlejuice de Tim Burton et a prêté sa voix au maire de la ville d'Halloween dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Toujours particulier, toujours mémorable. Mais derrière le maquillage et les rires, le destin lui préparait une sortie d'une simplicité brutale. C'était le 7 septembre 2010. Glenn se trouvait seul dans son appartement à Birmingham, en Alabama. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé durant ces toutes dernières secondes fatales. On sait seulement ceci. Il a marché vers la cuisine et a trébuché. Un faux pas, une chute, et sa tête a heurté le bord de l'évier avec une force létale.
Le choc a été suffisamment violent pour causer un traumatisme crânien sévère et irréversible. Aucune ambulance n'est arrivée à temps. Il n'y a pas eu d'adieu. Sa sœur, Susan Galloway, a confirmé qu'il est mort instantanément. Une mort si banale qu'il est difficile d'y croire, mais pourtant absolument réelle. C'est ainsi que Glenn Shadix a fait ses adieux, sans maquillage, sans caméra, sans scénario, juste un corps tombé dans une cuisine silencieuse. C'était l'ironie ultime pour un homme qui vivait constamment entre le fantastique et l'absurde. Et à la fin, c'est le quotidien le plus banal qu'il a vaincu. Il était le soleil étincelant de la pop française. Claude François, ou simplement Clo-Clo, faisait danser tout un continent avec son énergie inépuisable. Créateur de la mélodie qui allait devenir le légendaire My Way, il a vendu plus de 35 millions de disques. Il était compositeur, chanteur, producteur et perfectionniste jusque dans les moindres détails. Le 11 mars 1978, après avoir enregistré une émission spéciale pour la BBC, Clo-Clo est rentré dans son appartement à Paris. Épuisé, il s'est glissé dans son bain pour chercher le calme, mais quelque chose le gênait. Une applique fixée au mur, juste au-dessus, était de travers. Elle était tordue, imparfaite. Il ne supportait pas l'imperfection. Sans sortir de l'eau, il s'est levé pour tenter de la redresser. Et dans ce geste si simple, si quotidien, il est entré en contact avec un fil dénudé. La décharge a été immédiate. Le corps de l'artiste, encore mouillé, est devenu conducteur. Claude François est mort électrocuté dans sa propre salle de bain, à l'âge de seulement 39 ans. Ainsi s'est terminée la vie d'un homme qui cherchait l'harmonie dans chaque accord et la symétrie dans chaque scène. C'est cette obsession du détail qui lui a tout coûté. Et cette lampe de travers, presque invisible pour n'importe qui d'autre, est devenue l'interrupteur final de l'une des carrières les plus brillantes de la musique européenne. Numéro 8. Bob Saget. Durant des décennies, il a incarné la figure paternelle de l'Amérique. Bob Saget, le visage aimable de la série La Fête à la maison, l'animateur comique de l'émission America's Funniest Home Videos, la voix derrière Ted Mosby dans How I Met Your Mother, toujours souriant, toujours une blague prête à fuser. Mais quand les caméras se sont éteintes et que les rideaux sont tombés, la tragédie a frappé de façon totalement inattendue. Le 9 janvier 2022, Saget a été retrouvé sans vie dans sa chambre de l'hôtel Ritz-Carlton, près d'Orlando en Floride. Il était seul. Le lit était intact. Rien sur la scène ne suggérait de violence. Mais le rapport du médecin légiste, publié un mois plus tard, a révélé une vérité glaçante. Bob avait subi un coup contondant extrêmement violent à l'arrière du crâne. Il est fort probable qu'il ait basculé en arrière. Le choc a été d'une telle violence qu'il a provoqué une fracture interne du crâne, entraînant une hémorragie fatale et irréversible. Il n'y a eu aucun signe de lutte, pas le moindre cri. L'humoriste s'est simplement effondré sur le sol pour ne plus jamais se réveiller. La cause officielle? Un traumatisme crânien accidentel. Un simple coup, suivi d'une mort terriblement silencieuse. C'est ainsi que s'est achevée la vie d'un homme qui avait fait rire des millions de gens, pas sous une ovation tonitruante, mais avec le bruit sourd et mat d'une chute en solitaire. Ironie du sort. Celui qui racontait les histoires des autres est parti sans que personne ne puisse raconter la sienne, jusqu'à maintenant. Numéro 9. Charles McGraw avait un visage d'acier trempé et une voix rocailleuse, profonde comme du gravier. Charles McGraw était l'acteur que les studios appelaient lorsqu'ils avaient besoin d'un dur à cuire, d'un flic sans état d'âme ou d'un méchant implacable. Il a brillé dans le film noir des années 50, jouant dans des classiques comme L'énigme du Chicago Express et en entraînant les gladiateurs dans Spartacus. Mais derrière ce visage rugueux vivait un homme solitaire, menant une existence loin des drames, du moins jusqu'à son tout dernier jour. Le 29 juillet 1980, McGraw se trouvait chez lui, à Studio City, en Californie. Il était déjà à la retraite, avec plus de 3 décennies de cinéma derrière lui. Ce matin-là, il s'est dirigé vers la salle de bain. Personne n'a été témoin de ce qui s'est passé. Mais la scène découverte ensuite était explicite. Il a glissé. Il est tombé lourdement contre la porte en verre de la douche. La vitre a éclaté en morceaux et l'un des éclats a atteint son bras. Le verre lui a sectionné l'artère brachiale, une blessure terrible qui, en quelques minutes seulement, est devenue fatale.
Bien qu'il ait désespérément tenté de chercher de l'aide, le sang s'écoulait beaucoup trop vite de son corps. À l'arrivée des ambulanciers, il était déjà trop tard. McGraw s'était vidé de son sang, mourant seul, entouré de débris de verre brisés et d'un silence pesant. C'est ainsi qu'est parti l'un des durs à cuire les plus mémorables de l'âge d'or d'Hollywood. Pas dans une fusillade de cinéma, ni lors d'un duel final héroïque, mais victime d'une simple chute, d'une vitre traîtresse et du passage inévitable du temps. Une fin banale pour un homme qui avait fait du danger sa meilleure performance. Numéro 10. Barbara Weldons. Elle possédait une voix qui touchait directement l'âme. Barbara Weldons ne se contentait pas de chanter. Elle mettait son cœur à nu dans chaque note. Elle était la grande promesse de la nouvelle scène française, intense, authentique et totalement magnétique. Son premier album venait tout juste de sortir en février 2010 à 7, et les critiques ne tarissaient pas d'éloges à son sujet. Mais ce qui aurait dû être une nuit de gloire absolue s'est transformé en son tout dernier acte. Le 10 à 9 juillet 2010 à 7, Barbara se produisait en plein festival Léo Ferré, dans la petite localité de Gourdon, située dans le sud-ouest de la France. Il était minuit. Le public était littéralement hypnotisé. Pieds nus comme à son habitude, elle se déplaçait sur scène avec une naturalité féroce quand soudain, sans aucun avertissement, elle s'est effondrée. Le micro a heurté le sol. Le silence s'est fait, absolu. Les secouristes ont tenté de la réanimer, mais il était déjà trop tard. Elle n'avait que 35 ans. L'autopsie a confirmé l'impensable, l'électrocution. Elle avait accidentellement touché un équipement électrique défectueux alors que ses pieds étaient en contact direct avec le sol. Une décharge mortelle survenue au pire moment possible. Barbara Weldens est morte comme elle a vécu, sous la lumière des projecteurs en chantant. Mais la scène qui devait la consacrer a fini par la trahir. Sa voix s'est éteinte en un instant. Et ce qui reste, c'est une question cruelle. Comment l'électricité a-t-elle pu réduire au silence celle qui était destinée à briller? Danny Cedron a été le son qui a embrasé toute une époque. Guitariste de Bill Haley and His Comet, il a laissé son empreinte dans l'histoire avec un solo électrique et vibrant sur le titre Rock Around the Clock, un enregistrement mythique qui allait changer le cours de la musique populaire pour toujours. Il était rapide, créatif, précis. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que son moment le plus brillant serait aussi son adieu. Le 7 juin 1954, seulement 10 jours après avoir enregistré cette chanson immortelle, Danny a eu un accident domestique. Il était chez lui, dans sa routine habituelle. Il a monté un escalier, a perdu l'équilibre, est tombé, et dans cette chute banale, sans témoin ni fracas, il s'est brisé le cou. Il est mort presque instantanément, 3 jours avant de fêter ses 34 ans. Pas de gros titres, pas d'hommages immédiats, juste une vie fauchée avant que la gloire ne puisse vraiment l'atteindre. Alors que Rock Around the Clock partait à la conquête du monde, son guitariste n'était plus là pour l'entendre. L'ironie est brutale. Pendant que des millions de gens dansaient sur sa musique, lui gisait dans le silence. Sa guitare s'est tue dans la banalité du quotidien, dans l'invisible, mais son solo trépidant et inoubliable continue de résonner, comme si chaque note criait que le rock est né en perdant son premier martyr sur une marche d'escalier. Numéro 12. Joe Spinell était ce visage familier qui apparaissait toujours au second plan, mais qui ne passait jamais inaperçu. Joe Spinell s'était bâti une carrière solide dans le cinéma des années 70 et 80, avec des rôles mémorables dans des classiques comme Le Parrain et Taxi Driver. C'était un acteur de caractère, un homme de peu de mots. Personne ne se doutait que son dernier acte serait à la fois si silencieux et si sanglant. Le matin du 13 janvier 1989, dans son appartement de New York, il est entré sous la douche comme n'importe quel autre jour, mais quelque chose est arrivé dans cette baignoire. Il a glissé, il a chuté, et sous la violence de l'impact, l'une des portes en verre de la douche a volé en éclats. Les fragments tranchants ont lacéré son corps avec violence, blessant gravement une artère vitale. Mortellement blessé, au lieu d'appeler à l'aide ou de composer le 911, Joe est sorti de la salle de bain et s'est allongé sur le canapé du salon. Il pensait peu être que ce n'était qu'une égratignure sans gravité. Il voulait peu être simplement fermer les yeux et se reposer un instant. Mais le temps jouait contre lui, et l'hémorragie, elle,
ne pardonne jamais. Il s'est vidé de son sang, lentement, sans que personne ne se doute du drame silencieux qui se jouait à seulement quelques mètres de là. C'est ainsi que Joe Espano a perdu la vie, seul chez lui, victime d'un accident domestique aussi banal que brutal. Une simple glissade, un morceau de verre brisé et un silence qui n'a que trop duré. La scène finale de son existence s'est jouée sans témoin, sans caméra et sans applaudissements. Il n'y avait que le sang et l'oubli. Gaspard Ulliel. Il avait ce regard intense qui exprimait bien plus que 1000 lignes de dialogue. Il était sans conteste l'un des talents les plus brillants et prometteurs du cinéma français. Il a ébloui l'écran dans des films comme Hannibal Lecter, Les Origines du Mal ou Le Magistral Saint-Laurent, conquérant à la fois les prix, les couvertures de magazines et le cœur du public. Il était jeune, il était intense, d'une élégance rare, mais l'hiver du destin lui réservait une dernière scène. Une prise unique, sans aucune possibilité de la refaire. Le 10 à 9 janvier 2022, Gaspard skiait à la station de La Rosière, au cœur des Alpes françaises. Il n'était pas en tournage, pas de plateau de cinéma, il profitait simplement d'un jour de repos pour glisser sur la neige. Mais c'est à un croisement de pistes que le drame s'est produit. Il est entré en collision avec un autre skieur. Tous deux ont chuté violemment. L'autre homme a réussi à se relever. Gaspard, lui, a été transporté d'urgence au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Les médecins ont tenté l'impossible, mais le traumatisme crânien était irréversible. Quelques heures plus tard, la terrible nouvelle est tombée. Gaspard Ulliel s'était éteint, à l'âge de 37 ans. Le cinéma français ne perdait pas seulement un acteur ce jour-là, mais l'une de ses figures les plus délicates, puissantes et emblématiques. Son visage, qui avait si souvent incarné des âmes sombres et poétiques, s'est figé pour toujours dans nos mémoires. Sa mort n'a été ni scandaleuse ni bruyante. Elle fut à son image, silencieuse, élégante et tragiquement inattendue. Alar, Massivina, Massivinar, Unmina, et là-bas, dans l'immensité blanche de cette piste alpine, le 7e art a perdu l'un de ses plus beaux cadres. Numéro 14. Greg Plitt. Il était l'incarnation même de la perfection physique. Acteur, mannequin, ancien militaire, il respirait la force, la discipline et le dépassement de soi. Devenu une véritable icône du fitness grâce à des émissions comme Workout sur la chaîne Bravo, il était le visage d'innombrables campagnes de motivation. Son corps semblait invulnérable, son mental d'acier jusqu'à ce qu'une prise de risque insensée le confronte à la machine la plus implacable qui soit. Un train en pleine course. Le 10 à 7 janvier 2015, Greg se trouvait à Burbank, en Californie, pour le tournage d'une publicité pour une boisson énergisante. Le concept était audacieux. Courir le long des rails pour capturer la vitesse, la puissance, l'adrénaline pure. Mais quelque chose a mal tourné, terriblement mal. À un moment du tournage, Greg a tenté de faire la course contre le train, de le devancer. Ce n'était pas une scène avec des effets spéciaux, il n'y avait pas de doublure. C'était juste lui face à une véritable locomotive. L'impact a été dévastateur. Le train l'a percuté de plein fouet, sans aucune possibilité de freiner ou de l'éviter. Ce corps, qui avait résisté aux entraînements les plus extrêmes, a été brisé en une fraction de seconde par des tonnes d'acier lancées à toute vitesse. Personne n'a rien pu faire. Il est mort en faisant ce qu'il aimait le plus. Motiver, défier les limites, inspirer, mais ce risque ultime lui a coûté la vie. Greg Plitt n'est pas tombé sur un ring ni dans une salle de sport, mais sur des rails dans une tentative désespérée d'être plus rapide que la mort elle-même. Et ce jour-là, c'est la mort qui a gagné. Numéro 15. John Denver. Il était la voix des grands espaces. John Denver chantait les montagnes, les rivières et les chemins de traverse avec une tendresse qui vous touchait l'âme. Des titres comme Take Me Home, Country Roads, Annie's Song ou Rocky Mountain High n'étaient pas de simples chansons. C'étaient des cartes postales sonores du cœur de l'Amérique. Sa musique était un véritable refuge, sa vie, un voyage perpétuel vers la beauté. Mais ce ciel qu'il avait tant de fois célébré allait devenir son dernier décor.
Le 12 octobre 1997, John pilotait son propre avion expérimental, un modèle Longue Z, au large de la côte californienne. Il s'exerçait aux manœuvres de décollage et d'atterrissage, savourant son autre grande passion, voler. Mais il y avait un problème, un détail fatal. Le sélecteur de carburant était mal placé, difficile d'accès. Pour changer de réservoir, John devait se contorsionner, tourner le buste, et ce faisant, il a appuyé par mégarde sur la pédale du gouvernail. Lors de cette manœuvre délicate, l'avion a fait une embardée brutale vers la droite, perdant toute stabilité. Il n'a pas eu le temps de corriger la trajectoire. L'appareil a piqué vers l'océan, s'écrasant au large de Pacific Grove. John Denver est mort sur le coup. Il avait 53 ans. Plus personne ne chanterait le retour à la maison comme lui au moment même où le ciel lui ravissait la sienne. Ce n'était pas une crise cardiaque, ce n'était pas non plus une tempête, c'était une simple erreur technique, là-haut, dans cet air qu'il adorait tant. Un troubadour qui voyageait avec ses propres ailes et qui a trouvé sa fin là où il a toujours voulu être, parmi les nuages, suivant sa propre mélodie. Numéro 6, Victor Sen-Young était une figure attachante et inoubliable de la télévision classique. Il a prêté ses traits au loyal Hop Sing dans la série légendaire Bonanza et incarné Jimmy Chan dans les films de Charlie Chan, un visage asiatique qui a brisé les barrières à Hollywood silencieusement depuis les marges. En 1980, alors retraité dans sa maison de North Hollywood, Victor s'était découvert une nouvelle passion dévorante, la céramique. Il dirigeait une petite entreprise de vente par correspondance de vaisselle chinoise artisanale. Il cuisait ses pièces dans son four, les modelait avec une patience infinie, loin du tumulte du show business. Mais un jour, cette tranquillité s'est muée en piège mortel. Une fuite de gaz naturel a envahi la maison sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Quand ils l'ont finalement retrouvé, il était déjà bien trop tard. Il avait 65 ans. Il est mort seul, entouré de ses propres créations, victime d'un gaz traître qui ne sent rien, qu'on ne voit pas, mais qui tue dans un silence absolu. C'est Pernell Roberts, son fidèle camarade de la série Bonanza, qui a pris en charge les funérailles et qui a prononcé les derniers mots d'adieu, la gorge serrée, car voyez-vous, parfois, même les personnages les plus aimés s'éteignent dans l'anonymat le plus total. Et la célébrité, tout comme ce gaz mortel, finit par se dissiper sans laisser la moindre trace. Dicep. Keith Relf. C'était une voix qui ne hurlait pas, non, mais qui vous transperçait le cœur d'une douleur sourde. Keith Relf, le chanteur emblématique des Yardbirds, a insufflé au rock britannique une intensité mélancolique unique qui le distinguait radicalement de tous les autres. Des titres légendaires comme For Your Love et Heart Full of Soul ont marqué toute une époque. Il n'était peu, être pas le plus bruyant ni le plus flamboyant, mais il était sans doute l'un des plus authentiques. Et pourtant, quelle ironie tragique, sa vie a été fauchée par l'instrument même qui l'avait rendu éternel aux yeux du monde. Le 12 mai 1976, Keith se trouvait seul dans le sous-sol de sa maison. Comme lors de tant d'autres nuits solitaires, il jouait de sa guitare électrique, perdu dans sa musique. C'était une répétition intime, une décharge de blues entre des murs silencieux, mais voilà, sa guitare n'était pas reliée à la terre et le sol sur lequel il se tenait dissimulait une vieille conduite de gaz métallique. En cet instant fatal, l'électricité a trouvé le chemin parfait pour circuler. La décharge a été immédiate, foudroyante, mortelle. Keith s'est effondré sur le coup. Lorsqu'on l'a découvert, il n'y avait plus rien à faire. Il n'avait que 33 ans. L'autopsie a été formelle. Électrocution accidentelle. Il n'y a eu ni drogue, ni scandale sordide, ni excès d'aucune sorte. Juste une défaillance technique cruelle au cœur même de son art. C'est ainsi que nous a quitté ce pionnier du rock psychédélique, ce poète électrique, parti depuis le coin le plus humble de son propre foyer. Sa guitare ne l'a pas trahi. Elle a simplement fait ce qu'il lui avait toujours demandé, vibrer de toute sa puissance, mais cette fois avec une force dévastatrice que personne ne pouvait arrêter. 18. Dick St. John. À l'époque dorée de la pop californienne, sa voix était la définition même de la douceur. Aux côtés de Didi Sperling,
il a formé le duo fois Dick and Dee Dee, un couple musical qui a littéralement composé la bande-son de la jeunesse américaine des années 60. Ils ont partagé la scène avec des géants comme les Beach Boys et même les Rolling Stones au sommet de leur gloire. Et bien que le temps ait fini par éteindre les projecteurs, il a continué à chanter, menant une vie simple jusqu'au jour où la routine s'est transformée en un piège mortel. Le 27 décembre 2003, Dick était tranquillement chez lui, dans sa résidence de Pacific Palisades à Los Angeles. Il est monté sur une échelle pour effectuer une banale tâche ménagère, mais soudain, son équilibre l'a trahi. Il a chuté. Et dans cette tombée qui semblait pourtant mineure, il a subi de graves hémorragies internes. Transporté d'urgence à l'hôpital, les lésions se sont avérées irréversibles. À l'âge de 62 ans, Dick St. John s'est éteint loin des caméras, loin de la scène, avec pour seule compagnie l'ombre allongée d'une échelle et l'écho lointain de ses chansons de jeunesse qui flottent encore dans nos mémoires. Sa mort n'a pas fait les gros titres tapageurs, mais elle a laissé une note finale chargée d'une profonde nostalgie. Parce que parfois, ceux qui nous ont offert une musique qui semblait aérienne retombent brutalement sur terre sans prévenir. Et leur dernier accord résonne tout bas, comme un ultime soupir. 19. Martha Mansfield. Elle était l'élégance faite mouvement, une grâce incarnée. Martha Mansfield, avec son port de tête théâtral et son visage éthéré, avait conquis les planches de Broadway avant d'illuminer le grand écran durant l'âge d'or du cinéma muet.